Alors, dossier 1, vous l'avez tous lu. Question 1, très peu d'échecs. C'est du cours littéral. J'ai mis qu'on ne peut pas parler de syndrome néphrotique avéré, car bien que l'albuminémie soit inférieure à 30 grammes par litre, on ne dispose pas de la protéinurie des 24 heures. C'est ça. Tout est dit. C'est très probable qu'elle ait un syndrome néphrotique, mais ce n'est pas absolument certain. Ok. Question 2, cours. Donc les risques de la ponction biopsie rénale, j'ai mis une hémorragie. Oui. Les douleurs lombaires, une hématurie macroscopique, une anurie et des fistules. Artério-veineuse. C'est tout? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc il y a tout ce qui est saignement, qui sont les principales complications. La plus fréquente, c'est l'hématurie macroscopique, c'est 2% des cas environ. Et qui peut se compliquer de caillotage des urines, de la vessie, enfin caillotage des voies urinaires que j'ai coté. Parce que c'est emmerdant, il faut prévenir les patients. Les douleurs, ok. L'hématome rétropéritonéal ou sous-capsulaire, ok. Le choc hémorragique nécessitant la néphrectomie d'hémostase, il faut quand même les prévenir. La fistule artério-veineuse, bien sûr, ça peut être asymptomatique, donner une hypertension, donner des hématuries récidivantes. Le diagnostic se fait par l'écho. Et c'est 1 à 10% des cas suivant ce qu'on emploie comme critère diagnostique. Les infections, c'est exceptionnel. Le décès, c'est possible. Et puis, comme d'habitude, l'examen peut ne pas être contributif, soit parce que vous avez un rein qui est déjà complètement pourri, soit parce que vous avez piqué, vous avez de la médulaire, vous n'avez pas de glomérule et c'est une glomérulopathie. Enfin bon, il faut aussi que le patient soit au courant. Bien sûr, on peut toujours fonctionner la plèvre, le foie, le pancréas, la rate. Enfin bon, c'est assez rare. Ok, première question intéressante. Glomérules optiquement normaux, syndrome néphrotique. Il n'y a que 2 diagnostics possibles, lesquels? J'ai mis lésion glomérulaire minime et glomérulopathie extramembraneuse. Tout à fait. Il n'y a que ça qui peut donner un syndrome néphrotique avec une microscopie optique normale. Bon, les LGM, c'est dans la définition, hein, on ne voit rien. On peut avoir des petites lésions tubules, enfin des petites accumulations de lipides dans les tubules, ce qui vaut le nom de néphrose lipoïdique à la maladie. Et en IF, pour faire simple, il n'y a rien. Les GEM, ça dépend en fait du moment où vous chopez la maladie. Vous pouvez avoir pas de dépôt visible en microscopie optique, qui seront visibles en électronique si vous allez regarder de très près. Et dans ce cas-là, vous voyez que dalle, les parois sont un peu rigides. Et c'est l'immunofluorescence qui va vous montrer les dépôts, qui est plus sensible, dépôts d'IgG de C3. Voilà. Après, il y a les autres. Quand la forme est un peu plus avancée, on va dire, vous allez avoir l'épaississement de la paroi, les dépôts qui sont plus visibles, et la synthèse de nouvelles membranes basales de part et d'autre des dépôts qui donnent, sur les colorations argentiques, un aspect un peu hérissé de la membrane basale. C'est en fait la pousse. Hop. Vous avez vos dépôts qui sont comme ça, et votre membrane basale va grossir, et il y a une synthèse, et ça va s'intercaler entre les dépôts, qui vont donner un aspect hérissé. Et si vous attendez encore, vous allez avoir un aspect soit en massue, soit carrément les dépôts vont être englobés. D'accord, c'est toujours votre membrane basale, bien épaissie là, les dépôts à l'intérieur, et ça c'est l'aspect en chaînette avec les dépôts, et la membrane basale qui sera colorée comme ça par la coloration argentique. Voilà. Les autres, hyalino segmentaire et focale, c'est une lésion rénale, ça donne des lésions, on en voit. Et tout ce qui est glomérulonéphrite, extracapillaire, proliférative, etc., on pourra voir la classification après si vous voulez, ça donne des lésions. On les voit. Il y a des proliférations, il y a des croissants, il y a des anomalies des parois capillaires. Donc voilà. Maintenant qu'on sait qu'il y a des dépôts d'IgG de C3, brillamment on conclut à une GEM et on en donne les causes, très simple, en grand tiroir. Je sais pas. Alors, on avait dit Mémé, tu vas trop loin si on oublie, hein, ça marche toujours. Mémé, tu vas trop loin. D'accord, les médicaments. Les médicaments, très bien. Vasculaire, j'ai... Donc les IEC, le captopril, enfin il y a toute une liste de médicaments qui en donnent. Okay. Des cancers. Les cancers, tumorales, tumeurs, les centres paranéoplasiques, principalement des carcinomes, plus rarement des hémopathies malignes, très rarement même. Virales, les hépatites. Infectieuses, virales, les hépatites B et C, bien sûr, la syphilis secondaire et ou néonatale, et puis après les filarioses, tous ces trucs-là un peu moins, pas importants. Et infectieuses et inflammatoires,
le lupus érythémateux aigu disséminé et les autres causes de maladies auto-immunes. Alors le diabète, c'est pas vrai, c'est une association fortuite entre le diabète, et j'ai vu quelques personnes qui m'avaient marqué le diabète. L'association diabète jamais probablement fortuite, et le diabète, à l'examen national, ça donne avant tout une néphropathie diabétique. Voilà, et si vous n'avez pas les critères, il faudra biopsier, regarder ce qu'il a. Ok, bon, rien à dire. Ah, plus difficile là. Quel est votre traitement symptomatique? Alors, je l'ai hospitalisé. Ouais. Et j'ai mis des anticoagulants efficaces, une anticoagulation efficace, parce qu'il avait albumine inférieure à 20. Tout à fait. Après, j'ai pas fait grand-chose. C'est le problème. Je crois que je l'ai mis en restriction hydrique. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait l'hyponatrémie. C'est une première bonne raison. Et la deuxième bonne raison, Parce que il a des œdèmes plein partout. Enfin, il a on une met des hyperhydratation diurétiques. extra. Donc, de toutes les manières, quand tu fous des diurétiques, tu fous une restriction hydrique. Quand tu veux faire pisser du sel et de la flotte pour diminuer le volume extracellulaire, tu fous une restriction hydrique pour éviter que les gens se mettent à boire beaucoup et qu'apparaisse une hyponatrémie. Parce que quand tu les dépletes d'abord du secteur vasculaire, tu stimules le système rénine-angiotensine aldostérone, quoi que tu fasses, et l'angiotensine 2, ça donne soif. Voilà. J'ai mis des IEC, non, du Lazilix. Je sais plus. Ah, il faut choisir, c'est pas pareil exactement. J'ai mis Lazilix, Donc l'azélix, c'est quoi? diurétique de Lens. Voilà, c'est un diurétique. Vous pouvez mettre, à ce stade, il n'y a pas d'insuffisance rénale, vous pourriez mettre aussi des thiazidiques. Le but, c'est de traiter les œdèmes de la patiente qui l'enquiquine. Avec une supplémentation potassique s'il y a besoin. Tout à fait. J'avais mis régime hypoprotéique. Alors ça, c'est une mesure. Le régime hypoprotéique, c'est une mesure qui vise à éviter la progression des néphropathies chroniques, des maladies rénales chroniques. Elle n'a pas d'insuffisance rénale du tout à ce stade, et il y a un risque de dénutrition si tu mets des patients en restriction protidique et qu'ils ont un syndrome néphrotique. Donc, je ne l'ai pas coté, la restriction protidique. Ouais, alors, il manque, et c'était le truc le plus coté, c'est qu'il faut diminuer la protéinurie, quelle que soit la néphropathie glomérulaire, à part les lésions glomérulaires minimes chez l'enfant, vous mettez des corticoïdes et globalement, 3 semaines après, il n'y a plus de protéinurie. Dans tous les autres cas où vous risquez d'avoir une protéinurie chronique, vous devez diminuer la protéinurie. Pourquoi? Parce que ça va diminuer la progression de la néphropathie chronique, ça va diminuer l'hyperlipidémie, ça va diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire associés. C'est fondamental. Ça, un néphrologue ne vous le pardonnera pas. Et donc, vous mettez des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des antagonistes du récepteur de AT1 de l'angiotensine 2. Ça, c'est... L'anticoagulation dans les syndromes néphrotiques, c'est un vaste problème. Il n'y a pas grand-chose. Retenez que chez l'adulte inférieur à 20 grammes, on anticoagule, mais c'est discuté, sauf dans la glomérulonéphrite extramembraneuse. Ce sont ceux qui thrombosent le plus. Et puis, il ne fallait pas oublier quand même, c'est symptomatique, elle a un syndrome néphrotique, on se rappelle des complications, et il faut rechercher et traiter une dyslipidémie. Car je vous rappelle que les patients qui ont des maladies rénales chroniques, ils meurent du cardiovasculaire. Voilà. On me demande si, chez les enfants, on peut mettre des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors, la réponse est oui. Mais la première cause de protéinurie de syndrome néphrotique chez l'enfant, ce sont des néphropathies à lésions glomérulaires, des syndromes néphrotiques idiopathiques à lésions glomérulaires minimes, qui ont une excellente réponse à la corticothérapie. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de prévenir, il n'y a plus de protéinurie chronique à traiter au bout de 3 semaines. Donc dans ces cas-là, on ne met pas d'IEC. Par contre, si un enfant a une néphropathie glomérulaire chronique, ce qu'on ne vous demandera jamais, il faut lui mettre des traitements antiprotéinuriques. C'est contre-indiqué pendant la grossesse, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Bon, là on sort un petit peu de la néphrologie. Question 5. Donc, apparemment, c'était pas ça, mais je lui avais mis une colique néphrétique aiguë en fait, sur une hémorragie iatrogène suite à sa ponction biopsie rénale et sur un caillot. Bon, effectivement, c'était c'était compliqué pas d'un ça. choc hémorragique. Mais Effectivement, c'était pas ça. ça, parce que pour avoir un choc hémorragique avec du sang qui passe dans les voies urinaires, il y en a plein.
Donc il y en a qui sort au bout. Et généralement, ce n'est pas trop le problème, parce que la biopsie rénale, tu passes rarement dans les cavités extractrices, c'est possible, c'est pour ça que tu peux avoir quelques hématuries macroscopiques. Mais le gros problème à 10 jours, c'est la chute d'escar, parce que votre petit escar qui est cicatrisé tombe, et là votre artériole se met à pisser le sang et vous faites un hématome rétropéritonéal. Et c'est comme ça qu'on arrive à perdre quelques patients, exceptionnellement, mais avec une biopsie rénale. Donc là, cette dame, quand vous la voyez, vous savez qu'elle ne va pas bien. Elle a un pouls à 110, elle est pâle. Là, elle est pâle, ça sonne un peu, elle est anémique. Bon, elle a les extrémités fraîches, quelques marbrures, donc elle ne va pas bien. Elle n'est pas désaturante, donc s'il vous plaît, elle n'a pas de signe droit. Donc l'embolie pulmonaire sur la thrombose de la veine rénale, moyen. Hein. Et voilà, donc maintenant que tu sais qu'elle a un choc hémorragique, quelle sera ton attitude immédiate? Donc j'avais appelé le réanimateur pour une prise en charge en réanimation. J'avais scopé cette patiente pour une surveillance de la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la saturation. Plus une surveillance de sa conscience et de sa diurèse. Voilà. Ensuite j'avais posé une voie veineuse périphérique et puis pas mis d'oxygénothérapie parce qu'elle n'en avait pas besoin. On peut en mettre. Voilà. Ça augmentera très modérément son transport en oxygène, on peut en mettre une. Ensuite, on va faire une correction des troubles, un remplissage, quoi, vaguement. Voilà. On va dire ça comme ça. Remplissage plus ou moins amine vasoactive si besoin et en fonction de la réponse au remplissage. Ensuite, on va faire un bilan aussi de. Alors tu l'as rempli avec quoi? Dans un premier temps des cristalloïdes et puis ensuite on va faire ou macromolécules. Et puis macromolécules, et puis on va faire un bilan surtout un bilan pré-transfusionnel pour voir si. Ouais, tu peux déjà commander les culots dans ce contexte, voilà. Je pense. Donc il faut que tu dises que tu vas la transfuser, bien sûr. Donc voilà, c'est dans le après, il faut lui faire un bilan pour avoir son NFS, plaquettes, toutes les hémostases, tout le retentissement, le bilan pré-thérapeutique et la thérapeutique. On va lui mettre des antalgiques IV adaptés à l'EVA. On va arrêter ses anticoagulants qu'elle avait. Je ne sais pas s'il faut les arrêter ou passer. Si elle était sous AVK, il faut les arrêter, je pense. C'est pas qu'il faut les arrêter. Un choc hémorragique, t'arrêtes pas. T'arrêtes, t'antagonises. Voilà. Donc t'antagonises par du PPSB cascadil si c'est des AVK. Si elle est sous héparine, c'est pas le cas, mais tu mets du sulfate de protamine. Et si elle est sous HBPM, t'es baisé. Tu mets de la protamine, mais ça marche pas bien. Bip. Bon. Alors, il faut confirmer le diagnostic, parce que pour l'instant, tu imagines qu'elle saigne. Oui, mais j'ai fait son écho-rénal. J'ai fait une écho-rénale à cette On fait l'écho-vésico-rénale ou le scanner, on a le choix, et on va faire, soit par ordre de, si on a le plateau technique sur place, une artériographie embolisation, et sinon, néphrectomie d'hémostase, exploration urologique et néphrectomie d'hémostase. Alors, tu as dit amine vasopressive, c'est pas faux, on en met dans les chocs hémorragiques. Quand la pression artérielle est très très basse, même si ce n'est pas physiopathologiquement relevant, pour maintenir un petit peu de perfusion coronaire et un petit peu de perfusion cérébrale. Ça peut se faire, mais ce n'est pas à retenir. L'urgence, c'est expansion volémique, transfusion. Voilà, et on prévient bien sûr tout le monde. Tac, 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 pas grand-chose. On met 2 voies veineuses au moins. Hein. Même si tu en as mis une bonne, au bout d'un moment, tu vas avoir les amines qui passent, la transfusion qui arrive, le sérum file, l'anesthésiste qui va vouloir l'endormir, ça va être compliqué. Alors, on me demande si on a arrêté les anticoagulants avant la PBR. Ce qu'on fait généralement, c'est l'inverse, c'est qu'on fait la PBR et après on anticoagule. Là, si tu hospitalises tout de suite ta patiente, le risque thromboembolique existe, mais il n'y a pas assez. Ça n'a jamais été vérifié, l'impact de l'anticoagulation sur le pronostic de la maladie et le risque thromboembolique réel. Donc il n'y a pas d'urgence absolue à l'anticoaguler, ce n'est pas une valve cardiaque, quoi, si tu veux. Ce n'est pas une valve mécanique. Donc en pratique, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les biopsie et après, 10 jours après, on commence les anticoagulants. Donc là, elle n'aurait pas dû avoir un anticoagulant? Non, mais si tu l'as prescrit, c'est bien de l'arrêter. Bon, ok. Zou, 6. Alors, que devez-vous rechercher? J'avais pas trop bien compris la question. Alors du coup, moi j'ai recherché des risques thrombotiques, donc une albumine inférieure à 20, des fibrilles très augmentées supérieures à 6, une anticoagulation qui ne serait pas à dose efficace, donc un INR qui ne serait pas correct, un TP qui ne serait pas suffisamment bas.
Voilà. Et puis si tout ça était normal, je recherchais du coup des déficits génétiques et une thrombophilie. Alors ça, c'est la question dans le registre embolie pulmonaire standard. Là, c'est vrai qu'elle est formulée de façon un peu perfide, mais ça arrive à l'examen aussi. Ce qu'on recherche, et ce qu'un néphrologue a forcément en tête devant une GEM, c'est une thrombose des veines rénales. C'est la première cause de thrombose des veines rénales de toutes les glomérulopathies, les GEM. Dans les séries ancestrales, parce qu'on n'a pas étudié ça depuis longtemps, c'était de l'ordre de 20 à 30% des patients. Donc, ce qu'il faut rechercher quand on n'a pas de thrombose en bas, c'est la thrombose de la veine rénale. Bon, c'est pas grave. Et j'avais rajouté, effectivement, après, tu peux rechercher le cancer sous-jacent qui lui a donné la GEM, le syndrome des antiphospholipides qu'elle a associé, ou parce qu'elle a un lupus. Mais ça, on sent. Là, ce qui était coté, c'est la thrombose de la veine rénale. Et combien de temps devra durer le traitement? Comme elle fait une EP, donc au moins 6 mois, surtout qu'elle a un risque de récidiver. Voilà. Donc c'est au moins 6 mois, et tant que persistera le syndrome néphrotique sévère, tant qu'elle reste avec une albumine inférieure à 20 grammes, elle a le droit à ces anticoagulants. Petit point en plus sur le traitement, il y en a plein qui se sont exaltés sur la corticothérapie dans le traitement symptomatique. Je sais bien qu'on en met beaucoup en néphrologie, mais en l'occurrence, dans les glomérulonéphrite extramembraneuses, ce n'est pas le top du top. On vous emmerdera jamais avec le traitement étiologique de la glomérulonéphrite extramembraneuse. La seule chose que vous devez peut-être savoir, c'est que dans un tiers des cas, ça régresse en quelques mois à 1-2 ans, que donc on n'est pas très pressé, que le pronostic rénal est plutôt à long terme. Ce n'est pas une glomérulonéphrite rapidement progressive. Le pronostic, elle va dégrader sa fonction rénale sur plusieurs années. Donc, on attend généralement le tiers de cas où ça régresse tout seul. Et si ça persiste avec un fort débit de protéinurie, là, on commence à se dire qu'on va les traiter. Et si ça serait une lésion, si c'était, oui, des lésions glomérulaires minimes, on peut traiter aussi un adulte oui. en corticoïdes? Je pense que c'est déplacé. Je pense qu'il est déplacé de vous demander ce genre de truc. Mais bien entendu, le traitement des lésions glomérulaires minimes chez l'adulte, c'est quasiment le même que chez l'enfant. Alors, quand on a une hypoalbuminémie, on me demande pourquoi est-ce qu'on saigne quand on a une hypoalbuminémie. Quand on a une hypoalbuminémie, on thrombose surtout. Alors ça, c'est compliqué, c'est mal, on ne sait pas très bien. L'explication classique qu'il faut remettre quand dans les bouquins, quand on vous pose la question, c'est il existe une hypoalbuminémie qui entraîne un hyperanabolisme hépatique qui essaye de compenser tout ça et une augmentation de facteurs procoagulants, d'une part, et d'autre part, une fuite urinaire de facteurs anticoagulants tels que l'antithrombine 3. Ça, c'est la réponse standard. La T3, parce que c'est une protéine urine, c'est une protéine, elle n'est pas très... Hein, à cause du syndrome néphrotique, oui, tout à fait. Et puis en plus, il y a une thrombocytose associée, pas constante, mais qui peut se voir, qui favorise aussi la thrombose. Voilà.